Le Punisher a finalement atteint son objectif, se venger de ceux qui lui ont arraché ce qu'il aimait le plus sur cette terre. Mais sur sa route sanglante, Frank n'a pas réfléchi aux conséquences de ses morts. Chaque balle qu'il a tirée brisait les chaînes d'une boîte de Pandore qui plongerait toute la ville dans l'anarchie. Parfois, le pire des maux est le plus nécessaire. Et c'est une leçon que Frank est sur le point d'apprendre. À la dure, comme on aime le voir. Mais avant d'entrer dans la boucherie de l'un des anti-héros les plus géniaux qui existent, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les personnes qui font partie du club élite En Minutos. Ils profitent de contenus exclusifs et d'une bibliothèque privée qui se renouvelle chaque semaine. N'attends plus et fais partie de la famille en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Esta historia inicia con una pared cubierta de fotografías y evidencias de todos aquellos que alguna vez fueron castigados por The Punisher, un hombre que ha dedicado su existencia entera a ajusticiar a los malvados. Muchas de las imágenes presentan una letra X tallada sobre los rostros, un símbolo inequívoco de que esos objetivos ya descansan bajo tierra. Para Frank Castle, esto significa que su trabajo ha concluido y por el momento se encuentra desprovisto de un propósito claro que se... Quelques secondes après sa croisade violente, notre protagoniste apparaît. Frank Castle, projetant cette aura terrifiante et la force brute qui le caractérise, comme l'un des anti-héros les plus emblématiques de la franchise. Frank ne croit ni en la rédemption, ni en l'efficacité d'envoyer les criminels en prison. Son approche est nettement plus radicale. Pour lui, le seul criminel qui ne représente plus un danger est celui qui a cessé de respirer. Pour affronter les êtres les plus sanguinaires de la ville, Castle s'impose une discipline physique stricte, s'entraînant jusqu'à ce que ses mains saignent et que son corps atteigne ses limites. Il n'existe pas de meilleure motivation pour s'entraîner, à un niveau presque insensé, que de contempler ce mur rempli de visages de personnes qu'il a lui-même éliminées. Des criminels que leurs actes ont mené à cette fin et qu'il a finalement stoppé. Après une séance d'exercice et 2 boissons énergisantes mélangées à du whisky, rien de mieux que de retourner travailler. Cependant, n'ayant pas de criminels à poursuivre, Frank se sent profondément frustré, au point de détruire son mur de trophées dans un accès de colère, cherchant désespérément à remplacer les vieux visages par de nouvelles cibles. À cet instant, la scène change radicalement pour nous montrer que la ville est plongée dans un chaos total. Il y a des émeutes violentes dans les rues, et les citoyens sont furieux face à la vague croissante de crimes qui frappent chaque quartier. La police a été complètement dépassée, incapable d'agir, ce qui a poussé de nombreux jeunes à se faire justice eux-mêmes. Mais comme on pouvait s'y attendre, aux côtés des jeunes bien intentionnés apparaissent les opportunistes, qui profitent des manifestations pour piller les magasins de personnes innocentes, dénaturant ainsi ce qui était censé être un mouvement pour la paix. À travers des programmes de radio et de télévision, ceux qui n'ont pas le courage de sortir par peur d'être blessés, implorent un miracle, quelqu'un ou quelque chose qui pourrait les aider à arrêter cette spirale de violence. Que tout le monde s'entretue, et que la ville est devenue un véritable enfer. L'équilibre a été complètement détruit. Les mafias qui contrôlaient auparavant les quartiers et maintenaient une paix relative en échange d'une cotisation mensuelle sont entrés en guerre ouverte avec des bandes de différentes zones de la ville. Ce conflit territorial a laissé les citoyens innocents et les travailleurs pris au piège au milieu d'un échange de tirs incessants. Ce matin-là, nous avons accompagné un sans-abri, Eddie, qui a trouvé un peu de nourriture à partager avec son chien Camo. Alors qu'il cherche un lieu paisible pour s'asseoir sans être dérangé, il est harcelé par un groupe de jeunes violents. Ces individus l'ont brutalement frappé à coups de pied au visage alors qu'il essayait de nourrir son animal de compagnie. Les garçons diffusaient leur cruauté en direct, détruisant tout sans pitié. Mais le pire fut d'arracher Camo à son propriétaire. Pendant que le chef du groupe traitait le chien avec une fausse tendresse, ses véritables intentions inquiétantes commençaient à se dévoiler. Eddie les a suppliés et a crié de toutes ses forces pour qu'il ne fasse pas de mal à son meilleur ami. Mais quelques secondes plus tard, un camion poubelle est apparu dans la rue. Les derniers instants de vie du cher Camo se sont passés à recevoir des caresses du garçon qui, dans un acte de pure méchanceté, l'a jeté contre les roues dès qu'il en a eu l'occasion. Le cri déchirant d'Eddie a pu être entendu à plusieurs rues de distance. Son meilleur ami était mort pour 10 secondes d'amusement de la part de quelques individus méchants et totalement dénaturés. Pour aggraver la situation, les passants qui se trouvaient sur les lieux n'ont rien fait, se contentant de s'éloigner de la scène pour ne pas être affectés par ce qui s'était passé. La ville était tombée si bas qu'elle était devenue une jungle, un endroit où chaque individu ne se souciait que de lui-même, et où personne n'avait la décence de s'arrêter une seconde pour réfléchir à ses actes. À ce moment-là, nous retrouvons Frank, qui est assis seul au milieu d'une pièce plongée dans la pénombre,
tandis qu'il se souvient de tous les compagnons qui ne sont plus à ses côtés. Il évoque les traumatismes accumulés par la vie qu'il a choisie. Frank répète sans cesse le mantra des Marines, hanté par ses anciens camarades. Après quelques secondes d'angoisse, il grave un X sur le tatouage qu'il a longtemps identifié comme un combattant de sa nation, mais qui aujourd'hui se sent dépossédé. Le fantôme de son ami Curtis se montre comme le plus compréhensif, c'est le seul qui ne le tourmente pas constamment, et il essaie de lui demander comment il se sent, lui offrant au moins un conseil qui pourrait ressortir. Darle útil en su aislamiento. Quelques minutes plus tard, Frank cherche une valise et la remplit d'armes, mais pas dans l'intention d'aller à la guerre, plutôt pour la fermer avec un cadenas et la cacher dans un casier scellé à clé. Après avoir mis toutes ses affaires en lieu sûr, il sort de chez lui pour marcher dans les rues et observer le pandémonium qui s'étend partout. En attendant, nous visitons un café proche, tenu par Drake, dont la seule motivation est de subvenir chaque jour aux besoins de sa fille. Charlie, ce jour-là, un individu erratique sous l'emprise de drogue, entre dans l'établissement pour demander un café. Habitué à gérer ce type de personne, il lui demande calmement de faire la queue et promet de prendre sa commande comme d'habitude. À ce moment-là, une nouvelle apparaît à la télévision annonçant que toute la famille mafieuse Gnucci a été massacrée. À présent, seuls quelques petits groupes criminels se disputent violemment la zone où ils vivent. Une seconde après, nous comprenons pourquoi Frank est si traumatisé. Il pense que c'est en partie de sa faute si la ville est devenue un enfer, car la famille Gnucci, même si elle rackettait le quartier, maintenait une paix qui était maintenant brisée. 2 secondes plus tard, Frank entre dans la cafétéria, prend le café prévu pour l'individu perturbé et sort profiter calmement de sa boisson. Alors qu'il s'éloigne, il entend l'homme délirer, crier que les monstres viendront le chercher et qu'ils vivent à l'intérieur des murs. Au même moment, à l'arrière-plan de la scène, on aperçoit le groupe de jeunes qui ont assassiné Camo en train d'attaquer un passant pour lui voler toutes ses affaires, sans la moindre intervention des autorités pour les arrêter. Même cet officier de police qui avait auparavant tenté de fuir la foule apparaît maintenant dans un coin, cible d'une attaque brutale de la part de plusieurs individus tandis que sa voiture de patrouille est en flammes. Pendant tout ce processus de destruction, d'abus et de mauvais traitements généralisés, Frank continue de marcher avec une indifférence totale, comme si rien de tout cela ne le concernait. Après plusieurs minutes, une voiture de luxe passe très près de lui et ralentit juste à sa hauteur. Frank le remarque immédiatement et sait qu'il doit rester sur ses gardes. Il arrive enfin à destination, le cimetière local où reposent les restes de sa femme et de sa fille. Là, il laisse la clé du casier où il a caché ses armes et prend un moment d'intimité pour parler avec elle. Frank demande à sa femme si elle reste encore à ses côtés ou si elle est déjà partie trop loin pour qu'il puisse l'atteindre, bien qu'il lui ait solennellement promis qu'il ne renoncerait jamais et qu'il ne la laisserait jamais seule. Il est conscient de ne pas avoir tenu sa parole, et ce sentiment de culpabilité le ronge profondément. Il admet, au milieu de sa solitude, qu'il est épuisé, qu'il souhaite simplement abandonner pour enfin les rejoindre. En larmes, il sort une arme de sa poche et la pose contre sa tempe, déterminé à en finir avec tout. Le canon froid contre sa tempe, il revoit sa fille adorée lui faisant signe depuis les escaliers, l'un des rares souvenirs heureux qu'il visualise encore. S'ajoute aussi le souvenir de son fils nageant dans la piscine et l'appelant à se joindre au jeu en famille. Cependant, ces instants de paix se transforment rapidement en cauchemars lorsque le sang commence à jaillir des corps de ses enfants et de son épouse. Le souvenir de l'horrible façon dont ils sont morts le frappe comme une avalanche de douleurs insupportables. Frank ouvre les yeux un instant et l'image de sa fille apparaît juste devant lui, le faisant lâcher son arme sous le choc. Elle semble plus angélique que dans ses précédentes visions et sans un mot, le salue avec beaucoup de tendresse. Ce signe suffit à Frank pour comprendre que ce n'est pas ainsi qu'il doit partir, même s'il se met en colère face à l'éphémérité de l'instant. Sur le chemin du retour, Frank aperçoit encore la voiture de luxe qu'il a suivie tout le trajet. En traversant une ruelle solitaire, il a la vision de lui-même dans le costume du Punisher. Juste avant d'arriver chez lui, une femme en fauteuil roulant lui barre la route et le salue. En jetant un coup d'œil autour de lui, Frank commence à comprendre qu'il est complètement entouré par des individus à moto. Il est tombé, inévitablement, dans une sorte de piège. Cette femme commence à lui raconter une histoire pleine d'amertume. Elle lui explique que toute sa famille a été éradiquée de la surface de la Terre avec une cruauté extrême. Elle lui confie que son mari Benny fut la première victime. Elle se rappelle que la veille du crime, il est rentré en sentant la cigarette et un parfum de femme bon marché qu'il venait de croiser. Bien qu'elle ait depuis longtemps oublié le sens de la fidélité, elle ne peut pas ignorer qu'il était son mari
et sa mort violente lui a profondément fait mal. Son fils Bobby était le suivant. On lui a tranché la gorge avec une hache alors qu'il était avec sa femme. Finalement, ils ont tué son deuxième fils, Eddie, qu'ils ont criblé de balles avec une mitrailleuse devant une boîte de nuit. Heureusement, ses petits-enfants, entrés les premiers dans l'établissement, ont survécu à l'attaque. Le dernier à mourir fut son prince, son fils le plus adoré, le jeune Carlo. Le dernier souvenir qu'elle garde de l'attaque où son petit est décédé, c'est l'heure indiquée sur l'horloge de la voiture. 6h47. Ces 3 chiffres sont gravés dans son esprit, et elle les répète depuis des mois, comme une punition perpétuelle. Pendant que la vieille dame raconte la mort de toute sa famille, Frank se rend compte qu'il se souvient parfaitement de chacune d'elles, et il s'en souvient parce qu'il en a été l'exécutant matériel. Elle lui parle de la famille Gnucci, celle-là même qu'il a anéantie de sang-froid sur son chemin de vengeance. Devant lui se trouve la matriarche de la mafia, désormais clouée sur un fauteuil roulant et accompagnée de 2 gros bras, qui, à coup sûr, la trahiraient pour 10% de plus que ce qu'elle peut leur payer. À la fin de son histoire, la femme fait un effort pour se lever avec l'aide de ses béquilles et dit à Frank, avec une haine viscérale dans la voix, qu'il est comme un animal avide de sang qui n'est jamais rassasié. Elle lui reproche de lui avoir tout pris, et que malgré cela, il continue de respirer, attendant une mort qu'il ne mérite pas, et subissant une solitude qui semble sans fin. Son dernier souvenir de Carlo, c'est quand il lui a dit qu'il l'aimait, juste avant que Frank ne lui écrase le crâne avec sa botte. Mais maintenant, le moment est venu pour elle d'obtenir sa vengeance, et pour cela, elle a prévu quelque chose de très intéressant. Ce même après-midi, à 6h47, une prime sera offerte pour sa tête, et sa localisation actuelle sera révélée au monde entier. Exactement à la même heure où elle a fait ses adieux à son fils, Frank devra commencer à courir pour sauver sa vie, ou se laisser tuer de la manière la plus douloureuse possible. Elle veut lui faire comprendre qu'il n'en a pas fini avec ses actes passés. Maintenant, elle est devenue la punisseuse et Frank est la proie. La femme s'éloigne en souriant, assurant qu'elle prendra plaisir à le voir mourir. Quelques secondes plus tard, Frank, qui avait passé ses journées plongé dans l'apathie, commence soudainement à surveiller chaque recoin du bâtiment, attendant une attaque imminente. À peine rentré dans son appartement, il a une vision de Karen qui ne cesse de lui crier qu'il les a tous laissés tomber, sa famille, ses amis et la ville. Cependant, en remarquant la fragilité de Frank, elle lui rappelle qu'il a encore une mission. Elle lui dit que le travail du Punisher n'est pas fini, et le guide jusqu'au tiroir des armes. Après cela, l'urgence s'est manifestée à travers le judas de son appartement. Tout le long du couloir, on pouvait voir de nombreux hommes masqués, armés de bâtons et de tuyaux, le cherchant avec pour seul désir de le tuer et de toucher la grosse récompense. Frank était à court de temps. Bien que l'argent ne puisse être officiellement réclamé qu'après 6h47, il y avait beaucoup de personnes qui le détestaient profondément. Certains voulaient le tuer uniquement à cause de qui il était, même gratuitement. À travers le judas, Frank observa les hommes détruire à la machette la porte de sa voisine. Une femme qui vivait seule et sans défense avec son petit garçon, Isaias, qui le saluait toujours gentiment chaque fois qu'il sortait de chez lui. C'était maintenant le moment de prendre une décision cruciale. Il pouvait rester caché et survivre peut-être 1 heure de plus, ou il pouvait sortir et l'aider avant qu'elle et son fils ne deviennent une statistique de plus de la violence urbaine. Les cris de terreur de la mère et du petit résonnaient dans tout l'immeuble. Quelques secondes plus tard, un liquide commença à s'infiltrer sous la porte. Avant que Frank ne saisisse la situation, le feu se propagea. C'était de l'essence. Les individus étaient prêts à brûler tout le couloir pour atteindre leur but. En moins de 2 secondes, les pieds de Frank furent encerclés de flammes. Il devait réagir, se jeter au sol et rouler pour sa sécurité, ou faire ce qu'il sait faire de mieux. Au rythme d'une mélodie de musique classique, on voit Frank sortir en courant et foncer contre la porte. Il la brise avec la force de ses muscles. Ensuite, il traverse le couloir avec un couteau à la main, assassinant une demi-douzaine d'hommes sans aucune pitié. Pas à pas, à travers l'appartement de la mère d'Isaias, Frank avance lentement, et utilisant l'arme blanche, il les transperce à la poitrine, au bras et au cou, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun en vie. Dès qu'une brève ouverture s'ouvre, Frank ordonne à la famille de courir. À cet instant précis, un nouvel individu armé d'une batte de baseball apparaît et le frappe violemment aux côtes. Ensuite, il lui assène encore quelques coups, mais Frank se ressaisit et riposte, lui écrasant le crâne d'un coup précis, tout en esquivant le coup de hache d'un autre individu qui tentait de le surprendre par derrière. Se croyant momentanément victorieux, Frank pensa que le danger s'était dissipé, mais c'est alors qu'un coup de feu sec retentit dans le couloir, suivi du cri agonisant d'un individu qui venait d'être assassiné. Aussitôt après, plusieurs individus apparurent lourdement armés, et l'un d'eux, muni d'un fusil à pompe,
tira sans relâche dans tout l'appartement dans une tentative désespérée de tuer notre protagoniste. En utilisant l'un des sbires comme bouclier humain, Frank non seulement réussit à se sauver, mais il s'empara aussi d'une arme et engagea une fusillade à travers l'appartement, utilisant ses vastes compétences tactiques pour éliminer ses ennemis un à un. Quand le fusil à pompe fut à court de balles, il utilisa un fusil à canon scié qui venait d'entrer en jeu. Ainsi, il déclencha un véritable carnage dans tout l'endroit, tirant directement au visage de ses adversaires, peu importe le calibre de l'arme, et termina le combat par l'énorme explosion d'une grenade que ses ennemis n'avaient pas réussi à lui lancer correctement. À cet instant, Frank prit un moment pour regarder par la fenêtre, et se rendit compte que tout l'immeuble était assiégé. Les gens étaient traînés hors de chez eux, et beaucoup étaient jetés dans le vide depuis les balcons. Les mercenaires savaient que Frank habitait là, mais comme ils ignoraient le numéro exact de son appartement, ils avaient provoqué un chaos total pour le forcer à se montrer. Avant qu'une autre personne innocente ne soit exécutée, Frank utilisa la dernière cartouche de son fusil à pompe pour la sauver, abattant le malfaiteur depuis l'étage supérieur avant de se jeter à l'étage inférieur pour confisquer son arme, et d'emprunter un chemin de destruction absolue pour rétablir l'équilibre. Un à un, les mercenaires qui se sont présentés devant lui ont reçu un tir précis. Chaque balle tirée signifiait la libération d'une personne innocente qui était sur le point de subir un destin cruel. Les criminels ne se souciaient pas de s'entretuer, tant que Frank tombait, car après tout, un seul pourrait toucher la récompense, et la loyauté est inexistante entre voleurs et assassins. Le principal inconvénient était le manque de temps pour recharger, donc chaque malfaiteur tombé devait fournir une arme de remplacement. En utilisant un fusil de gros calibre, Frank a réussi à sauver la vie d'une jeune femme qui allait être jetée du dernier étage, en effectuant un tir parfait dans la tête d'un individu à grande distance. Cette distraction a failli lui coûter la vie quand 4 hommes l'ont attaqué par surprise en sortant de l'ascenseur. Malgré cela, il a réussi à se ressaisir et à continuer à éliminer tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Conscient qu'il ne pourrait pas maintenir ce rythme de combat éternellement, Frank a commencé à descendre vers les étages inférieurs avec la ferme intention d'atteindre la rue. En arrivant aux escaliers, il est tombé dans une embuscade et a dû utiliser beaucoup de munitions pour éviter d'être blessé par une machette. Là, il s'est rendu compte qu'il était impossible d'atteindre la rue à cause de l'énorme quantité d'ennemis. Alors il a commencé à remonter, éliminant tous ceux qui descendirent les escaliers jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le toit. Il a aussitôt brisé la serrure et bloqué la porte pour éviter toute interruption pendant quelques minutes. Le principal inconvénient d'être sur le toit était qu'il y avait plusieurs accès. Avant que Frank ne puisse se positionner stratégiquement, des dizaines de personnes sont montées par les 2 couloirs et les munitions ont commencé à manquer. Lors d'une manœuvre qui a échoué, il a fini par recevoir une balle dans l'épaule et a été obligé de se cacher quelques secondes pour trouver un moyen de sortir vivant de cet endroit. Hélas, les assaillants continuaient d'arriver, armés de katanas, de haches et de tout objet trouvé. Tous étaient impatients d'être ceux qui porteraient le coup final, mais Frank s'est battu avec courage et a réussi à vaincre chacun d'eux, utilisant leurs propres armes contre eux. Le dernier des agresseurs a réussi à le percuter et à le jeter par-dessus le bord du toit. Cependant, Frank a réussi à lui tirer dessus alors qu'il était en l'air, en lui traversant le crâne d'un tir net, bien qu'il ait fini par tomber sur une unité de climatisation et se blesser gravement au dos. Il a quand même continué. Il en avait déjà trop vécu pour mourir simplement d'une chute de quelques étages. La mauvaise nouvelle, c'est que la rue n'était toujours pas une option viable, car il y avait trop d'ennemis, et la vieille dame se tenait au milieu, attendant patiemment le moment de le voir mourir. 2 secondes plus tard, d'autres types atteignirent le toit. Il n'eut donc pas d'autre choix que de se jeter sur des échafaudages en bois, se prenant un sacré coup, mais réussissant à atterrir sain et sauf au milieu de la structure du bâtiment. C'est là que le chef d'un gang criminel a jeté un de ses sbires pour qu'il le poursuive, mais il a mal calculé son saut, et le jeune homme est mort sur le coup. Après quelques secondes et un dernier choc contre le sol, Frank arriva dans la rue et tenta de poursuivre la femme, mais les hommes qui continuaient à reconnaître son visage l'attaquaient sans cesse, l'obligeant à prendre du retard pour les vaincre. À cet instant, une décision cruciale s'est présentée à lui. Le magasin de Dre, l'homme aimable qui lui avait servi le café, et qui travaillait uniquement pour le bien-être de sa petite fille Charlie, était attaqué par des individus qui voulaient incendier le local et emmener la fillette. Frank devait choisir, d'un côté, la possibilité de tuer la vieille femme qui avait mis sa tête à prix, de l'autre, aider un homme honnête qui avait tout donné pour sa fille. Pour Frank, la décision fut simple. Il marcha vers la vieille femme. Il voulait serrer son cou jusqu'à ce que la vie quitte ses yeux. Mais il entendit bientôt la douce Charlie implorer qu'on l'aide pendant que son père était maîtrisé et violemment frappé avec une batte de baseball.
La façon dont Charlie criait papa lui rappela vivement sa propre fille, alors Frank revint en courant pour l'aider, tandis que la vieille femme repartait dans sa voiture, le regardant avec haine et certaine qu'il ne survivrait pas à la nuit. Sur le chemin du café, Frank réussit à faire tomber l'un des motards qui soutenaient la vieille femme et lui arracha son arme. Avec l'arme en main, il a tué les 4 individus qui frappaient Re, puis il est entré dans le local. Il a exécuté tous ceux qui portaient une arme et a aidé la famille. L'un des individus s'est retrouvé avec la gorge tranchée, laissant son sang recouvrir les beignets que Derek préparait chaque matin. Le dernier a fini le visage brûlé par une cafetière que Frank a utilisée pour lui défigurer le visage. Avant que Frank ne s'assure de la sécurité de Charlie et son père, un grand russe est entré. L'homme était torse nu et armé d'un couteau, qu'il a utilisé pour transpercer l'épaule de Frank, lui causant une blessure profonde. Le géant musclé et couvert de tatouages a attaqué Frank de toutes ses forces, profitant de la blessure ouverte pour le torturer et lui infliger une douleur insupportable. C'est à ce moment-là que notre Punisher a utilisé un stylo pour le poignarder dans les côtes, puis il l'a blessé une 12aine de fois de plus au cou, au visage et au bras, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à le tuer. Le géant a fini par s'étouffer dans son propre sang. La scène traumatisante a pris fin quand Frank a retiré le poignard de son épaule et a difficilement quitté la cafétéria. Juste avant d'atteindre la porte, Charlie l'a étreint et l'a remercié d'avoir sauvé sa famille. Dre, qui parvenait à peine à se tenir debout, a serré sa fille dans ses bras avec force et a regardé Frank pour le remercier sincèrement de son intervention. À cet instant, Charlie lui a demandé d'attendre un moment et lui a offert une rose qu'il avait fabriquée de ses propres mains. Avec ce sourire sincère, il a attendri, ne serait-ce qu'un instant, le cœur du tueur le plus redoutable de la ville. Au bruit des sirènes, Frank a quitté les lieux et est sorti dans la rue. Pendant que la foule continuait de piller les commerces voisins et que les cadavres s'entassaient partout. Quelques secondes plus tard, la police finit par arriver avec plusieurs patrouilles pour boucler la zone, accompagnées d'ambulances pour secourir les blessés. Dans le cas de Frank, il continua de marcher jusqu'à arriver une fois de plus au cimetière, où il se mit à nettoyer toutes les ordures qui s'étaient accumulées sur la tombe de sa famille. Et il déposa la rose que Charlie lui avait offerte sur la pierre tombale de sa fille. Là, il la remercia d'être resté à ses côtés. À ce moment critique, quelques secondes plus tard, il se rendit compte que la clé du casier, où il gardait son uniforme et ses armes, était toujours à sa place. Alors il la prit et affirma à haute voix que, peut-être, il était temps d'aller de l'avant jusqu'à faire une dernière victime. Dans la scène suivante, nous voyons le jeune sans cœur qui a assassiné Camo, marcher librement dans les rues, sur le point de frapper une vieille dame sans défense avec une batte. À cet instant, Frank apparaît, ou plutôt, le Punisher, qui lui assène un coup de pied d'une telle brutalité qu'il l'envoie valser. Il le projette contre un poteau, place un couteau sur son œil, prêt à l'exécuter, quand Teddy arrive et lui demande de ne pas tacher sa casquette de sang. Le garçon, effrayé et montrant la lâcheté qui le caractérise, rend la casquette sans hésiter. Mais quand Eddie révèle à Frank l'horreur que le jeune homme a infligée à son chien, The Punisher se retourne et lui lance une hache dans le dos avant qu'il ne s'enfuit. Le spécial se termine par une image imposante de Frank portant son uniforme tactique et arborant le symbole iconique de la tête de mort sur la poitrine. Alors que le jeune homme sans cœur gît blessé, Frank sort son arme avec une détermination glaciale et tire directement au visage de celui qui a causé un tort si irréparable à un chien innocent. Par cet acte de justice définitive, l'écran s'assombrit, laissant clairement entendre que le Punisher est de retour pour rétablir l'ordre dans une ville qui était tombée dans l'anarchie totale.